Cela existe depuis très longtemps aux États-Unis au sein du fameux IRS, Internal Revenue Service, la police, le service fiscaux américain. Mais en France, cela restait une demande qui n'était jusqu'à présent pas entendue. Maintenant, c'est fait. La France va donc être dotée d'une police fiscale. On va en parler avec vous aujourd'hui, Olivier Babot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes professeur à l'Université de Bordeaux et vous dirigez le think tank Sapiens. Ce qu'il faut peut-être dire, c'est que la naissance de cette brigade du fisc, on va pouvoir l'appeler comme ça, elle s'est faite dans la douleur et qu'il y a eu un bras de fer finalement entre Bercy et le ministère de l'Intérieur. Oui, il faut bien se rendre compte que Bercy, depuis très longtemps, c'est un État dans l'État. On appelle la forteresse, c'est 140 000 fonctionnaires. 140 000, c'est quand même 90 000 de plus qu'en Allemagne. Pourtant, l'Allemagne, dans le ministère de l'économie et des finances en Allemagne, donc, est équivalent. Pourtant, l'Allemagne est plus peuplée. C'est absolument énorme. Et on dit souvent que les décisions politiques sont le fruit d'un bras de fer, souvent gagné au profit de ce qu'on appelle les rives de Seine, c'est-à-dire Bercy, et au détriment de soit le ministère de l'Intérieur, soit même le Premier ministre. Alors, Bercy avait certains pouvoirs en matière de fiscalité, c'est Bercy qui lance les contrôles fiscaux, mais les services de pouvoir judiciaire en matière de fiscalité, ils étaient rattachés au ministère de l'Intérieur. Cette brigade, elle va être dotée de 30 à 50 personnes avec des attributions qui sont finalement un peu particulières. Oui, le principe du verrou va faire que vous allez avoir de la part de Bercy une capacité de filtrer en quelque sorte. Il faut peut-être rappeler ce que c'est que le verrou fiscal. L'idée du verrou fiscal, en fait, c'est tout simplement que, à travers la commission des infractions fiscales, qui est à l'intérieur de Bercy, vous allez pouvoir décider, on pourrait dire, de transmettre ou pas à la justice des dossiers. Alors, on sait qu'actuellement, il y en a environ 5% seulement qui, pour dire, ne sont pas transmis, c'est relativement marginal. Mais vous avez quand même une capacité, on pourrait dire, à influencer, à décider, et au nom de quoi, et peut-être avec quel type de transparence, des dossiers qui seront transmis. Il est évident qu'il y a ici un problème ou une question de séparation des pouvoirs. Entre le pouvoir évidemment judiciaire et le pouvoir exécutif. Et c'est tout le problème de Bercy depuis très longtemps, dont effectivement on a pu accuser, finalement de tordre le bras à l'exécutif, et deux, d'être finalement une sorte d'entité qui va pouvoir décider soi-même de la politique qui va suivre. Parce que finalement il y avait un dilemme à Bercy qui était d'un côté on a peut-être envie de poursuivre les fraudeurs et de l'autre côté il faut bien faire entrer les sous et c'est peut-être plus efficace de négocier parfois un deal avec les fraudeurs fiscaux de façon à ce que, ils payent immédiatement ce qu'ils doivent au fisc et donc de faire rentrer ce qui s'était échappé de l'économie. Oui, en tout cas, une sorte d'opacité, en tout cas dans les décisions, qui est jamais, on pourrait dire, très très réjouissante au sein d'un État. Il peut aussi y avoir des petits arrangements entre amis, ce qui est forcément un petit peu choquant. Donc, en tout cas, le fait de vouloir dire... En tout cas, il y en a quelques-uns qui sont jugés en ce moment. Bien sûr, bien sûr. Et donc, ça prouve que de temps en temps, on arrive à en sortir, mais s'il y en a qui sortent, c'est-à-dire que d'autres ne sont pas sortis. Exactement. En tout cas, dire qu'on va courir après les fraudeurs, je veux dire, tout le monde ne peut être que pour, évidemment, il s'agit de faire respecter la loi. Le problème, évidemment, est-ce qu'on va pouvoir... est-ce que certains, pour certaines raisons, vont pouvoir échapper à cette course? Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faudrait pas que cette lutte tout à fait légitime contre la fraude fiscale, contre l'exil, qui, encore une fois, n'est pas la même chose que l'optimisation fiscale. Il faut bien faire la différence, parce qu'en France, on fait toujours la confusion. Il y en a qui est un arrangement avec les règles, et il y en a un qui est un délit. Optimiser l'impôt, on le fait tous. Voilà. On le fait tous, optimiser l'impôt. Quand on déclare le fait qu'on a un employé à la maison, voilà, on se dit on va optimiser, on déclare, et c'est normal. On utilise les règles. En revanche, la fraude, évidemment, elle doit être punie. Mais il ne faudrait pas que cette lutte contre la fraude soit une façon d'oublier les nécessaires réformes de notre système fiscal. Si autant de gens essayent de quitter le navire ou essayent d'y échapper, c'est peut-être aussi, il faudrait se poser la question, parce que notre système est extrêmement opaque, extrêmement complexe, extrêmement décourageant, et c'est cette grande réforme qu'il faudrait faire, c'est beaucoup plus important plutôt que d'essayer d'édifier des murs pour empêcher les gens de sortir. Donc, si je vous comprends bien, le fait qu'il y ait 50 policiers finalement au sein de Bercy, ça ne va pas changer grand-chose, ça ne rendra pas la lutte beaucoup plus efficace. On n'arrivera pas à aller notamment chercher les grands fraudeurs, ceux qui mettent des systèmes dans les paradis fiscaux avec des sociétés opaques, etc. etc. Il y aura peut-être quelques progrès, mais il ne faut pas espérer, pour dire de cette lutte, le comblement de nos problèmes de budget. Je veux dire, soyons très très clairs. Il y a un peu ce fantasme parfois, on va pouvoir récupérer, si on récupérait tout l'argent qui est parti, et là encore en général on confond optimisation et fraude, n'est-ce pas? Et c'est évidemment très difficile de connaître la fraude fiscale par définition, sinon ce serait trop facile. On pense qu'on va pouvoir régler nos problèmes budgétaires. Non, les problèmes budgétaires ils sont bien plus fondamentaux, et dire qu'on va
pour dire accentuer la lutte contre les fraudeurs, ça ne doit pas nous dispenser d'une réflexion très profonde sur la réforme de l'État, sur la baisse des dépenses et peut-être aussi sur une réforme, certainement même une réforme de la fiscalité. C'est ça le problème à mon avis. Et on a vu que la réforme de l'État était en ce moment à l'étude. On va peut-être passer à un autre sujet qui n'est pas totalement décorrélé, qui est pas totalement décorrélé de ça, justement, puisque c'est l'amélioration du budget des collectivités locales. Il y a en ce moment une envolée des taxes sur les résidences secondaires. À Paris, à Bordeaux, c'est en question actuellement. Toutes les collectivités locales veulent massivement augmenter cette taxe sur les résidences secondaires. On parle parfois d'augmentation de 50, de 100%. L'ennemi affiché, tout le monde le dit, c'est Airbnb. Le but, c'est de lutter contre ces appartements qui ne sont réservés qu'à ces locations de courte durée. Est-ce que Airbnb n'est pas un peu une cible facile, un prétexte pour finalement simplement augmenter les impôts ? Moi, j'ai l'impression qu'en effet, dans cette mesure, elle est très emblématique en fait, des deux problèmes fondamentaux de notre fiscalité. Un, elle se veut moralisante, en réalité. C'est une fiscalité qui veut punir les riches et qui, derrière, a toujours des considérations morales qui ne sont pas des considérations d'efficacité. Et deux, elle prétend être incitative, elle se veut officiellement incitative, mais en réalité, l'incitation est tellement biaisée et tellement mal calculée qu'en fait, elle n'est même pas efficace. Et donc, finalement, ça devient une fiscalité contre-productive. Et là, en matière de logement, qui est un marché ultra régulé et qui est ultra défaillant, on sait très très bien, parce qu'on n'arrive pas à produire de la mixité sociale, on n'arrête pas d'avoir une augmentation des coûts qui fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes jeune, il est très difficile de se loger. Augmentation qui, entre parenthèses, il faut quand même le souligner, a bien servi les collectivités locales puisqu'elles se payent en grande partie sur les droits de mutation qui sont en pourcentage du prix. Et donc cette explosion du prix, il faut quand même le dire, ça a donné des recettes extrêmement précieuses à les collectivités locales qui en ont besoin. Et on pourrait dire que derrière toutes les justifications avantageuses autour d'Airbnb ou des ennemis tels que les propriétaires, parce que c'est un peu ça l'idée, c'est ça, vous avez une résidence secondaire, vous êtes un riche, il faut vous punir, vous avez en réalité uniquement une politique où vous essayez de remplir des caisses qui n'arrêtent pas de se vider. Voilà, la réalité est probablement beaucoup plus proche de celle-ci. Est-ce que ça ne va pas être finalement contre-productif dans la mesure où vouloir taxer les gens qui louent leur appartement sur Airbnb, c'est aussi priver la collectivité locale d'une ressource assez basique qui est le tourisme. Et quand il y a des touristes qui viennent, ils dépensent de l'argent, ils vont au restaurant, ils visitent les musées, ils prennent les transports en commun, bref, ils servent la collectivité. Est-ce que là, finalement, on ne prend pas d'un côté ce qu'on va perdre de l'autre ? Oui, il y a tout à fait un risque parce qu'effectivement, il faut voir l'entièreté, on pourrait dire, de l'écosystème qui va autour d'Airbnb. D'ailleurs, il n'y a pas qu'Airbnb, il y a d'autres entreprises. Ça fait partie du tourisme qui est quand même une manne économique extrêmement importante. Et je pense surtout que ne voir qu'Airbnb, c'est ne pas s'autoriser à comprendre qu'aujourd'hui, c'est tout notre marché immobilier en général qui est malade, qui pose un problème, par exemple, de coûts de mutation qui fait qu'en France, on est un des pays d'Europe qui est à des coûts de mutation les plus chers, ce qui décourage la mobilité. Et la mobilité, c'est fondamental pour pouvoir changer d'emploi, par exemple. Ça fait partie aussi des libertés. C'est très difficile de changer. Et plutôt qu'essayer de décourager, on pourrait dire, la location courte durée, est-ce qu'il ne faudrait pas penser à augmenter la rentabilité de la location longue durée? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'avoir une vision un peu plus positive pour que des propriétaires aient à nouveau envie de louer leurs biens à longue durée? Est-ce qu'on se posait la question du fait que pourquoi les gens préfèrent quasiment parfois avoir leur logement vide ou le loger à courte durée plutôt qu'à longue durée? Et c'est pas une question de prix, Olivier Babot. C'est aussi une question de réglementation, du fait que les locataires sont ultra protégés, parfois à raison, mais qu'il y a des travers dans cette protection qui fait que quand on a un locataire qui ne paie pas son loyer, on a du mal à le déloger. Bien sûr, c'est un des problèmes fondamentaux aujourd'hui. Il faut uniquement faire un peu de psychologie de base pour les propriétaires qui ne sont pas tous des nantis spécialement. Ça peut être des gens qui ont épargné toute leur vie et pour qui c'est une partie de leur retraite et qui achètent un petit studio pour le louer. C'est absolument terrifiant pour eux, la perspective de ne pas pouvoir toucher leur loyer. Et malheureusement aujourd'hui, c'est quand même aujourd'hui le cas, on n'a pas tout à fait trouvé la parade. Donc il est tout à fait normal, on ne peut pas reprocher à des propriétaires d'avoir des comportements rationnels, calculant que par exemple avec Airbnb, avec beaucoup moins d'efforts, ils ont beaucoup moins de risques et ils peuvent louer. Il faut avoir une approche qui soit plus intelligente et qui ne réponde pas uniquement par la punition, par le coup de matraque. Bon, on le voit, là aussi, il y a une nécessité de réflexion de long terme. Merci beaucoup, Olivier Babot, d'être venu participer à cette réflexion aujourd'hui sur le plateau d'Ecorama.